Donc, pour doser le diode, ou bien déterminer la concentration du diode formé dans le mélange réactionnel à un instant donné, on réalise un prélèvement de 10 millilitres à doser, à titrer. Et à ces 10 millilitres, on ajoute de l'eau glacée. Alors, il faut justifier cet ajout de l'eau glacée. Pourquoi on ajoute de l'eau glacée juste après le prélèvement? Alors ici, il faut savoir que le titrage va prendre un certain temps et pendant ce temps, le diode ne doit pas se former. Ça veut dire, nous devons calculer par titrage, ou bien déterminer par titrage, la concentration du diode au moment du prélèvement. Donc on doit bloquer, on doit arrêter la réaction entre les ions I- et SO8-. Et pour cette fin, on utilise de l'eau glacée, ça veut dire de l'eau à basse température, de l'eau très froide. Et la température, c'est un facteur cinétique, ça veut dire sa diminution va rendre la réaction très très lente ou bien elle va bloquer là cinétiquement. Alors bloquer cinétiquement, ça veut dire faire diminuer trop la vitesse de réaction. Donc on ajoute de l'eau glacée pour refroidir le prélèvement afin de bloquer cinétiquement la réaction entre les ions I- et les ions S2O8-. Aussi un autre facteur ici présent, c'est parce que ajouter de l'eau, ça veut dire faire diminuer les concentrations des espèces réactives. Et la concentration des réactifs, c'est un facteur cinétique. Sa diminution contribue aussi au même but. Ça veut dire va faire diminuer la vitesse de la réaction chimique. Donc ici, nous avons utilisé, lorsqu'on ajoute de l'eau glacée, on agit sur deux facteurs cinétiques, la température et la concentration des réactifs pour bloquer cinétiquement la réaction chimique. Et au cours de ce titrage, et avant le point d'équivalence, nous avons ajouté de l'emploi d'amidon dans le mélange réactionnel. Alors aussi, il faut justifier l'utilisation de l'emploi d'amidon dans ce titrage. Alors l'emploi d'amidon avec le diode qui reste encore en solution, comme nous l'avons observé, ces deux espèces, elles forment une espèce chimique de couleur bleue. Elles rendent cette solution bleue, cette solution aqueuse. Et à l'équivalence, il y aurait disparition de I2 et des ions S2O3-. Ça veut dire des espèces, de l'espèce titrée et de l'espèce titrante. À l'équivalence, le diode va disparaître et lorsqu'il disparaît, la couleur bleue dont il est responsable, il va aussi disparaître. Parce que la couleur bleue, elle est due à la présence du diode et de l'emploi d'amidon. Si I2 disparaît, ça veut dire que la couleur bleue disparaît. Ou bien inversement, la disparition de la couleur bleue annonce la disparition du diode, donc elle annonce qu'on est au point d'équivalence. Donc l'amidon, dans ce cas, il joue le rôle d'indicateur coloré. Ça veut dire il nous indique le point d'équivalence par la modification d'une couleur. Aussi, dans ce cas, on doit signaler que on peut se baser sur la couleur brune du diode. On va dire que la couleur brune, si la couleur brune disparaît sans utiliser l'emploi d'amidon, si la couleur brune disparaît, ça veut dire que le diode a disparu. Mais le problème, c'est que expérimentalement, lorsque la concentration du diode devient très faible, la couleur brune devient aussi très très légère, très faible. Ce qui rend l'observation difficile du point d'équivalence, parce que la disparition du diode, la disparition totale, n'est pas très nette. Ça veut dire qu'on ne peut pas observer nettement le point d'équivalence.
C'est le contraire qui se passe pour l'homme poids d'amidon. Vous avez observé au cours de l'expérience que la solution en présence d'un poids d'amidon, elle est bleue, et le point d'équivalence, il est apparu très net lors de la disparition de la couleur bleue due à cet emploi d'amidon. Et dans la question 3.3, nous devons chercher à exprimer à l'aide de ce dosage la quantité de matière de I2 formée à l'instant T et contenue dans le volume V égale 10 ml du mélange réactionnel. Et pour cela, nous allons utiliser le dosage. Et nous allons utiliser ce tableau d'avancement de la réaction de dosage. L'équation, dans la première ligne, l'équation de la réaction de dosage, et ici, il ne faut pas confondre l'équation de la réaction étudiée, elle était entre I- et S2O8 et 2-. Au cours de cette réaction se formait le diode, et ce diode, nous voulons chercher sa quantité de matière à un instant donné, nous passons par dosage, ou bien nous procédons par dosage, et au cours du dosage, il se passe une deuxième réaction entre I2 formé et S2O3 versé de la burette. Ça veut dire on dose I2 par S2O3 Et c'est une réaction totale et rapide. Alors, état du système, état initial, en cours de transformation, l'état final. L'avancement, 0 à l'état initial, X en cours de transformation, à un instant T quelconque, X max à l'état final. I2, ici vous avez la quantité de matière de I2 contenue dans le volume V égale 10 ml prélevé à un instant T. Ici vous avez la quantité de matière versée de la burette en S2O3 le I- formé 0 au début de la réaction. À un instant T, N de I2 moins X, moins 1X, N de S2O3 moins 2X, 2X, X. Ensuite, X max. N de X max, l'état final. N de I2 moins X max, N de S2O3 versé moins 2X max, 2X max, X max. Alors nous allons nous situer à l'état final, mais lorsqu'on est arrivé au point d'équivalence. Et au point d'équivalence, qu'est-ce qui se passe? La quantité de matière de S2O3 versée va faire disparaître complètement le diode contenu dans la solution de volume V égale 10 ml. Ça veut dire que ces deux, ils vont disparaître en même temps. Ça veut dire que le mélange, il est stoichiométrique. Ou bien, disons que les deux réactifs sont limitants. Donc, je peux écrire qu'à l'équivalence, puisque I2 doit disparaître complètement, donc sa quantité de matière à l'état final doit être nulle. Et de même, pour S2O3 versé, de même pour S2O3 sa quantité de matière doit être nulle. Ça veut dire qu'il doit disparaître complètement, il doit réagir complètement. Donc, N de S2O3 versé moins 2X max égale 0. D'où j'obtiens, d'après la première équation, X max égale N de I2, et d'après la deuxième, X max est égal N de S2O3 sur 3 versé sur 2. Donc j'obtiens la relation N de I2 égale N de S2O3 versé sur 2. Je peux aussi écrire cette relation directement sans passer par le tableau descriptif, seulement en utilisant l'équation de la réaction. À l'équivalence, la quantité de matière de I2 divisé par 1, divisé par ce coefficient stoichiométrique, est égale à la quantité de matière de S2O3 divisé par 2. Et j'obtiens la même relation directement. Dans la question 3-4, je dois exprimer la même relation, mais en concentration. Alors, je pars de cette relation, c'est la même relation. La quantité de matière de I2 dosée, c'est la concentration de I2 fois le volume, fois V, le volume du prélèvement.
Et la quantité de matière de S2O3- versée, c'est CR, sa concentration, fois le volume versé, parce que cette relation, il est trouvé à l'équivalence, donc c'est le volume versé à l'équivalence, ou bien ce qu'on appelle le volume équivalent, divisé par 2. Ainsi, j'obtiens la concentration de I2 est égale CR V équivalent divisé par 2V. Et pour la question 3.5, nous devons compléter le tableau de mesure. Ça veut dire remplir la troisième ligne. Alors, dans la troisième ligne, on doit calculer la concentration du diode formé à différents instants, formé par la première réaction, ça veut dire la réaction étudiée. Alors ici, nous devons commencer par l'expression déjà trouvée, la concentration de I2 égale CRV équivalent divisé par 2V. Je vais remplacer par les valeurs numériques. La concentration de I2, c'est, alors CR, c'est 0,10 mol par litre, multiplié par V équivalent. Alors V équivalent, ce volume, il varie en fonction du temps. À chaque instant correspond un V équivalent différent, divisé par 2 fois 10. Alors ici, je vais maintenir cette unité en millilitres et V équivalent en millilitres. Ainsi, je peux simplifier par millilitre et pour trouver le résultat de la concentration de I2 en mol par litre. Donc, V équivalent, avec ce calcul, V équivalent doit être en millilitres. Donc, je trouve, alors je divise 0,10 divisé par 20, je trouve 5 10 puissance moins 3 multiplié par V équivalent, et le résultat, c'est en mol, il s'exprime en mol litre moins 1, avec V équivalent en millilitres. Mais, dans le tableau, vous avez ici I2, il doit être exprimé en millimol litre moins 1. Or, 1 millimol, c'est 10 puissance moins 3 mol. Ou bien, 1 mol, c'est 10 puissance 3 millimol. Donc, je dois convertir ce mol par litre en millimol par litre. Donc, j'obtiens la concentration de I2 est égale 5 10 puissance moins 3 fois V équivalent. Pour convertir le mol en millimol, je dois multiplier par 10 à la puissance 3. Ainsi, j'obtiens 5, alors 5 fois 10 puissance moins 3 fois 10 puissance 3, c'est 5, V équivalent, et le résultat sera en millimol litre moins 1 avec V équivalent, lorsque V équivalent est en millilitres. Alors nous allons faire le calcul à chaque instant. J'ai ici un exemple. Exemple, à t égale 25 minutes. J'ai la concentration de I2 est égale à 5 fois V équivalent, correspondant à 25, c'est 5,6. Donc je garde 5,6 en millilitres et le résultat sera millimol litre moins 1. Donc j'aurai ici 5 fois 5,6, c'est 28. Donc je dois mettre ici 28 millimol par litre. Alors pour les autres, 0 à t égale 0, ça veut dire la réaction étudiée n'a pas encore commencé. La concentration de I2, elle est nulle. Pour 4,5 minutes, 1,4. Alors ici, au lieu de 5,6, je mets 1,4 fois 5. J'obtiens 7. Pour t égale 8 minutes, 2,3. 2,3. Alors je multiplie chaque fois par 5. Donc ici, j'aurai 11,5. Ici, j'aurai fois 5, donc c'est 17. Fois 5, c'est 20,5. Fois 5, 4, fois 5, c'est 24. 6,2 fois 5, c'est 31. Soit 6,9 fois 5, c'est 34,5. 7,8, ça va donner, alors ici 7,6 fois 5, c'est 76 divisé par 2, ça veut dire 38. 8,4
fois 5, c'est 84 divisé par 2, c'est 42. 9,2, je multiplie par 10 et je divise par 2. C'est 92 divisé par 2, donc c'est 46. Donc, la concentration se calcule de la façon suivante. Je multiplie 5 fois le volume équivalent en millilitres et je trouve le résultat en millimol, litre moins 1. Ensuite, nous allons représenter la courbe I2 en fonction du temps. Nous devons ensuite, selon la quatrième question, tracer le graphe concentration de I2 formé en fonction du temps, d'après ces valeurs, entre les instants 0 et 69 minutes. Et pour cela, nous allons utiliser ce logiciel Regressi. Je vais utiliser un nouveau fichier. Sur l'axe des abscisses, je mets le temps, l'unité minute. Je dois délimiter le temps entre 0 et 69. Je vais prendre 80. Ensuite, la concentration, elle est exprimée en millimol par litre. Elle est délimitée par les valeurs 0 et... Alors ici, j'ai 46. Je vais mettre 55 ou bien 60. Je vais mettre 55. Ensuite, je vais passer au tracé, à l'entrée des valeurs. Alors 0, la première valeur 0, 0. Deuxième valeur 4,5 correspond à 7. 4,5 correspond à 7. Troisième valeur 8, 11,5. 8, 11,5. 11,5. 12,5, 17. 12,5, 17. 16, 20,5. 16, 20,5. 16, pardon. 16, 20,5. 20, 24. 20, 24. 25, 28. 30, 31. 36, 34,5. 36, 34,5. 44, 38. 38. 54, 42. Et enfin 69, 46. 69, 46. 46. Et voici donc l'allure de la courbe. Je vais la modéliser. J'obtiens la courbe concentration de I2 en fonction du temps en minutes, la concentration en millimol par litre en fonction du temps en minutes. Je peux colorer la courbe et faire visualiser les points. Alors la courbe, je vais la colorer en rouge. Je vais mettre les points sous forme de cercle. Donc voici la courbe C, ou bien concentration de I2 en fonction du temps. Observez qu'elle est croissante parce que le diode
il se forme en fonction du temps, donc c'est normal que sa concentration augmente en fonction du temps, contrairement à un réactif. Si c'est un réactif, sa concentration diminue en fonction du temps. Ça veut dire qu'on aurait dû avoir une fonction décroissante si c'est un réactif. Autre remarque, parce que ici on doit aussi répondre à la question suivante. À la date t égale 69 minutes, la réaction étudiée, la réaction 1 étudiée est-elle terminée? Alors, est-ce que la réaction est terminée? Donc, observez que la courbe à t égale 69, la concentration est égale à peu près à, selon les valeurs, 46 millimoles par litre. Or, nous avons déjà fait le calcul dans une question précédente. Nous avons trouvé que la concentration à l'état final, ça veut dire lorsque la réaction est terminée, la concentration finale de I2 est égale à 5 10 puissance moins 2. Or, ici, la concentration en ce moment, c'est I2 est égale à 46 millimoles par litre, est égale à 46 10 puissance moins 3 mol litre moins 1, égale 4,6 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc, si on compare la concentration de I2 à 69 minutes avec la concentration de I2 qu'on aurait dû à la fin de la réaction, on trouve que cette concentration à 69 minutes, elle est inférieure à celle finale. Donc, la réaction n'est pas encore terminée car elle n'a pas encore atteint son état final.